Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille ce soir pour cette première conférence des 11e journées de microbiologie. C'est un grand plaisir de voir vous aussi nombreux. Et aujourd'hui, on a une grande chance. On a le professeur Didier Pittet, qui est professeur à la faculté de médecine, qui est responsable de prévention et contrôle de l'infection à l'hôpital universitaire de Genève. Il est aussi très impliqué et responsable à l'OMS pour le programme qui s'appelle « Un soin propre et un soin plus sûr ». Le professeur Pittet, il est connu mondialement, il voyage, et je ne sais pas s'il y a un hôpital dans le monde qu'il ne connaît pas, ou un hôpital qui ne connaît pas le professeur Pittet. Et en fait, c'est une histoire qui est une histoire de succès phénoménal. Vous avez tous entendu des infections, on va à l'hôpital, on chope une infection. Bon, c'est les gens qui vont à l'hôpital, ils sont en général fragiles, ils sont peut-être plus susceptibles, et puis il y a beaucoup de monde. Donc voilà. Vous savez, d'années antérieures, des journées de microbiologie, nous, on est tous habités par des microbes, par des bactéries, on a aussi des virus, donc il n'est pas surprenant qu'en fait, on peut avoir des infections. Le succès, c'est en fait, moi je dirais, le professeur Pittet, c'est notre Semmelweis à nous. Et Ignaz Semmelweis est vraiment un personnage très important dans la médecine, dans l'hygiène de la médecine, qui en fait a découvert, il a fait cette étude épidémiologique où il a trouvé que, en fait, il faut que les étudiants, quand ils passent de la salle de dissection à la salle d'accouchement, qu'ils doivent se laver les mains, désinfecter les mains. Pas seulement laver, mais désinfecter les mains. Sinon, en fait, lors de l'accouchement, les mamans vont être infectées et puis vont attraper la fièvre puerpérale. Donc voilà, donc, c'est Ignaz Semmelweis, pour moi, c'est un petit peu un héros. Et Didier Pittet, c'est notre héros à nous, genevois, et puis on est très fiers d'avoir quelqu'un comme Didier chez nous. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être vu les livres dehors, l'histoire de succès de lavage des mains, et puis le livre qui est sorti l'année passée, Résistant. Je ne vous le conseille pas de commencer à lire si vous n'avez pas le temps, parce que une fois que vous commencez, vous n'arrêtez pas jusqu'à fini, parce que c'est tellement passionnant. Vous êtes pris dedans pour savoir comment ça continue jusqu'à la fin, la grande surprise que je ne vais pas vous dire. Donc, c'est à vous de lire le livre. Donc, c'est vraiment... Et ça reflète vraiment cette microbiologie qu'on porte en nous et puis toutes les questions que ça pose, autant pour les infections, pour les maladies et pour l'utilisation des antibiotiques ou pas utilisation d'antibiotiques. Donc, Didier, un grand merci très cordial d'avoir accepté de donner cette conférence ce soir. Merci Patrick. Merci beaucoup. Merci Patrick. Voilà, je suis aidé pour avoir mes diapositives. C'est un grand plaisir d'être ici ce soir. Certains comprendront, d'autres ne comprendront pas. J'ai envie de dédier cette conférence à mon père. Certains dans la salle comprendront très bien pourquoi. Je commencerai par vous dire que ce titre, vous le comprendrez bien sûr à la fin, Agir local, pensée globale. Et puis je commencerai par vous montrer une vidéo que je vous expliquerai ensuite. Alors, à vous de regarder.
médecins cubains qui sont allés traiter des malades victimes d'Ebola au Libéria et en Guinée, ainsi qu'en Sierra Leone en 2014, ont évidemment risqué leur vie et lui a attrapé la maladie d'Ebola. Il a été transféré à Genève, puisque nous sommes centre collaborateur pour l'Organisation mondiale de la santé et que ces médecins étaient envoyés par l'OMS. Et au fond, on a dû le prendre en charge et on a eu beaucoup de chance puisqu'on l'a traité, on l'a guéri. Il est retourné chez lui. Depuis, il a eu un deuxième enfant et il est devenu un héros national. Il est retourné très, très, très fréquemment en Afrique puisque maintenant il est immunisé contre la maladie. Donc, évidemment, c'est une jolie histoire. La maladie d'Ebola, on en parle beaucoup dans les journaux. Elle tue à peu près 80% des malades, si tant est que les personnes ne soient pas vaccinées, mais pour l'instant, le vaccin n'est pas disponible de manière large. Mais elle tue aussi les soignants. Ça veut dire que les soignants qui prennent en charge ces malades, s'ils n'appliquent pas à la lettre les consignes de prévention des infections, eh bien, malheureusement, leur vie peut en dépendre. Et nous avons eu beaucoup de chance, puisqu'encore une fois, nous avons traité le malade. Et en s'appliquant bien, on a réussi, bien sûr, à n'infecter personne de nos équipes ici à Genève quand on a pris en charge ce malade. Alors ça, c'est l'histoire d'Ebola. Bien sûr qu'avec Ebola, on est tout de suite dans les journaux. D'accord ? On en parle, c'est très exotique. Ce qui est moins exotique, mais qui existe depuis très très longtemps, ce sont les infections liées aux soins. On les appelle les infections hospitalières, ou on les appelait les infections nosocomiales. Et j'aime bien dire, bienvenue à l'hôpital, l'infection vous y attend. C'est un peu cynique. Alors, quelle est l'importance du problème ? Toute la question est là. Est-ce qu'on parle d'un malade de temps en temps ? Est-ce qu'on parle de plusieurs malades ? Quelle est, au fond, l'ampleur du problème ? Eh bien, voilà, c'est très simple. Retenez ce chiffre. Chaque jour, dans les hôpitaux du monde, au minimum un demi-million de patients s'infectent. Et là, en anglais, je m'excuse, beaucoup de mes diapositives sont en anglais, mais c'est très facile, vous verrez. Je dis « in hospitals only ». Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas bien la statistique pour les infections qu'on acquiert en dehors des hôpitaux, mais rassurez-vous, elles existent aussi, y compris dans les cabinets médicaux. Et notre équipe est en train de quantifier le phénomène, et c'est probablement au moins aussi important. Mais revenons, un demi-million au moins de patients qui s'infectent chaque jour dans le monde. Au fond, si vous avez deux chiffres à retenir, en voilà deux. Le premier, je vous l'ai déjà donné, un demi-million de patients s'infectent chaque jour dans les hôpitaux du monde. Le deuxième, 16 millions de patients décèdent chaque année dans le monde uniquement à cause des infections liées aux soins. Alors 16 millions, c'est beaucoup. 16 millions, c'est plus que le sida, la tuberculose et la malaria ensemble. Quand vous prenez ces trois maladies, ça fait à peu près 10 millions de décès par année. Les infections liées aux soins, 16 millions. 16 millions, ça en fait le premier tueur dans les pays en voie de développement. Dans les hôpitaux des pays en voie de développement, c'est la première cause de mortalité. Dans nos hôpitaux, c'est la deuxième cause. On n'en parle pas beaucoup, mais on va y venir. Alors j'aime bien montrer cette vidéo, et puis j'aime bien qu'on la regarde dans un certain silence, vous comprendrez. Alors on comprend vite. On comprend si on lit le titre, c'est le nombre de décès chaque jour aux États-Unis, un pays développé s'il en est. Je ne parle pas de son président, je parle de son pays. Chaque jour, finalement, il y a l'équivalent d'un Jumbo Jet 747 qui s'écrase, et pourtant personne n'en parle. Vous êtes d'accord que si chaque jour un Jumbo Jet s'écrasait, tout le monde en parlerait, mais personne n'en parle. C'est pour ça que j'aime bien, quand je parle des infections liées aux soins, de parler d'une épidémie silencieuse, en anglais, a silent pandemic. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Certains d'entre vous dans cette salle le savent bien. Parce que parfois, il est difficile de réaliser qu'elles sont si importantes, ces infections liées aux soins. Parce qu'il y a 25 ans, quand on a commencé à les compter à Genève, ça fait peut-être un peu plus même, Francis, qui est mon patron, et mon père en médecine, qui m'a poussé à faire ce métier-là, le sait bien. Au début, quand on comptait les infections, on n'avait même pas le droit de le dire. Et aujourd'hui, quand mes collègues en Russie les comptent, ou en Roumanie les comptent, ils n'ont pas le droit de le dire, sinon ils perdent leur job. D'accord ? Moi, il y a longtemps que je l'aurais perdu, c'était ça. D'accord ? Donc, c'est une pandémie silencieuse
qu'on a peine finalement à révéler, et pourtant ça tue, et ça tue tous les jours. Alors ça tue dans les hôpitaux modernes comme les nôtres, comme la Mayo Clinic, la Cleveland Clinic, ces institutions de soins prestigieuses. Dans ces institutions-là qu'on ne connaît pas, qui sont évidemment dans des endroits perdus. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est ceci, c'est qu'il n'y a aucun hôpital, aucun pays, aucun système de santé dans le monde qui peut prétendre d'avoir, au fond, réglé la problématique des infections liées aux soins. Donc c'est vraiment une problématique universelle. Alors jusqu'ici, le discours est un peu sombre, je l'avoue et je le reconnais. Alors heureusement, on a une solution. La solution, ça ne va pas éradiquer toutes les infections liées aux soins, mais en tout cas, on peut prouver que ça en réduit le taux de moitié au moins. C'est-à-dire que 50 à aujourd'hui, on le sait, 80% des infections peuvent être supprimées par une bonne pratique toute simple de l'hygiène des mains. Alors je dis hygiène des mains, vous verrez, au plan technique, je vais utiliser les termes hygiène des mains, lavage des mains et friction hydroalcoolique des mains. Vous comprendrez très vite. Maintenant, quel est le problème avec cette hygiène des mains? Eh bien, c'est que l'observance des pratiques par les soignants, traditionnellement et depuis très longtemps, elle est très très faible, elle est très mauvaise. Et je mets moins de 40%, mais au début de nos travaux, c'était moins de 20%. C'est-à-dire que quand on allait voir 10 malades, eh bien, c'était seulement 2 fois sur 10 que l'hygiène des mains était pratiquée correctement. Aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais on va y venir et on va comprendre pourquoi. Alors la question, c'est pourquoi? Pourquoi finalement c'est si compliqué, puisque vos mamans vous ont appris de vous laver les mains avant de manger, ça ne devrait pas être très compliqué d'expliquer aux infirmières, aux médecins, de se laver les mains avant de prendre les patients en charge de soins. Alors cette question, on y a répondu entre 1992 et 1993 aux hôpitaux universitaires de Genève. Certains d'entre vous n'étaient pas nés, je le sais bien. Et la façon dont on a travaillé avec les membres de mon équipe, certains sont ici aujourd'hui, et on est allé se promener dans l'hôpital tous les jours, le week-end, les jours de semaine, dans tous les services de l'hôpital, la nuit, le jour, et puis on a observé les pratiques de soins avec une grille un peu compliquée, peu importe, pour essayer de comprendre le pourquoi de la mauvaise observance des pratiques. Alors je vous montre une diapositive qui est la seule scientifique que je vais vous montrer aujourd'hui, mais elle est très simple à comprendre. Vous regardez l'axe des X, je crois que vous êtes tous au moins au collège, donc l'axe des X, ça vous dit quelque chose, d'accord? Vous voyez le nombre d'opportunités horaires par heure de soins qu'une infirmière aura ou qu'un infirmier aura à pratiquer l'hygiène des mains. Et si vous allez en pédiatrie, ce nombre est aux alentours de 8. Si vous allez au ICU, ce qui veut dire soins intensifs, en réanimation, autour de 22. Et vous voyez que l'observance des pratiques est réduite selon quel secteur vous êtes. Ce sont de gros chiffres dont les moyennes sont très significatives. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une infirmière en pédiatrie est une bonne infirmière, une infirmière aux soins intensifs, une mauvaise infirmière? Bien sûr que non. Le problème, il est là. Le problème, il est qu'une infirmière, prenons l'infirmière de soins intensifs, elle aura, pour chaque heure de soins, elle devra 22 fois par heure se laver les mains. Alors 22 fois par heure, il faut vous imaginer, si vous vous lavez les mains avec de l'eau et du savon, imaginez, vous êtes mon premier patient, je vais venir vers vous, je dois me laver les mains. Alors je vais vite au lavabo, mais il est là-bas le lavabo. Alors je vais là-bas, je tourne l'eau, je mets le savon sur les mains, il faut l'appliquer pendant 30 secondes pour que ça fonctionne, donc je fais mes 30 secondes, je rince mes mains, je sèche mes mains, je retourne vers mon patient, on l'a chronométré, ça prend entre 1 minute et 1 minute et demie, dépendant de la distance avec le lavabo et de l'accès au lavabo, etc., etc., etc. Donc vous m'avez compris, vous prenez une infirmière en réanimation, 22 fois 1 minute et demie, il n'y a pas besoin d'être maths sup pour compter ça, ça fait plus d'une demi-heure par heure de soins que chacun doit passer uniquement à se laver les mains, et ça ne va pas. Parce qu'au fond, on a beaucoup plus de travail que le reste du temps disponible dans une heure de soins. Donc, il fallait changer ce paradigme. Il fallait trouver une solution qui ne soit pas se laver les mains avec de l'eau et du savon pendant 1 minute et demie, chose qui était écrite dans toutes les guidelines, dans toutes les consignes, dans la littérature, c'était ce qui était écrit. Il fallait trouver une autre solution. Et on a imaginé d'utiliser l'alcool. Une friction hydroalcoolique avec de l'alcool. Alors là, j'ai un flacon d'alcool dans les mains. D'accord ? Je vais m'appliquer l'alcool sur les mains, je vais frotter mes mains entre 15 et 20 secondes, dépendant des produits. Vous allez pouvoir vous frictionner les mains.
il n'y aura plus de bactéries sur les mains, c'est plus efficace que le savon, c'est mieux toléré par les mains, il n'y a pas de résistance à l'alcool, et en plus de ça, vous sauvez de l'eau, hein, vous économisez de l'eau, et c'est très important pour certains pays. Peu importe, on s'est dit à l'époque, il faut changer ce paradigme, il faut que le changement de système soit important, on appelle ça en anglais system change. Ça veut dire on va remplacer le lavage des mains à l'eau et au savon par la friction hydroalcoolique des mains. Alors voilà, on est en 1995, on propose ça aux hôpitaux universitaires de Genève avec des instructions, hein, quand est-ce qu'il faut se frictionner les mains avec de l'alcool, et puis ça y est, c'est gagné. Juste ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est gagné. D'accord, alors j'ai plus de travail du coup. OK? Alors non, ce n'est pas tout à fait aussi simple. Ce n'est pas tout à fait aussi simple parce que ce que vous voulez faire, c'est un changement de comportement. Alors, je saute dans un autre domaine de la santé publique. Qui est-ce qui a un permis de conduire? Levez la main. Permis de conduire, levez la main. Alors, il y a une bonne moitié de la salle. Qui est-ce qui pense être parfait avec l'utilisation de la ceinture de sécurité? Tout le monde met sa ceinture de sécurité? Beaucoup, surtout les jeunes. Hein? Alors, je vais vous dire, moi, je ne suis pas très bon. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que mon modèle, ça a été mon père. Et mon père, il avait 93 ans, et sa première voiture n'avait pas de ceinture de sécurité. Donc, quand vous n'avez pas de ceinture de sécurité, vous ne pouvez pas boucler la ceinture de sécurité. On est bien d'accord avec ça. OK. Sa deuxième voiture non plus. Et puis après, sa troisième voiture en avait une. Alors, quand il mettait sa ceinture, cette chose qu'il n'avait pas pris l'habitude de faire, ça veut dire qu'il ne le faisait jamais. Ben moi, du coup, je n'ai pas appris à la mettre non plus. D'accord? Donc, je n'ai pas eu un très bon modèle pour le domaine de la ceinture de sécurité. Pour autre chose, c'était un modèle extraordinaire. Mais voilà, pour la ceinture de sécurité, pas terrible. Depuis que j'ai appris à mes 4 premiers enfants à conduire une voiture, quand ils étaient candidats, élèves, conducteurs, qu'est-ce qu'on fait? On met la ceinture. Hein, parce qu'on sait très bien, quand on va aller au bureau des autos pour passer le permis, première chose, on met la ceinture. Alors du coup, quand on est à côté, pour bien apprendre à conduire à son enfant ou à son ado, on met la ceinture aussi. Donc je me suis amélioré un tout petit peu aujourd'hui, mais je ne suis pas parfait. Qu'est-ce que ça nous a pris à nous tous de changer ce comportement-là? Je vais vous montrer ça sur la diapositive suivante. C'est 4 éléments. D'abord, changer le système, c'est-à-dire mettre des ceintures de sécurité dans toutes les voitures. Rappelez-vous, au début, il n'y en avait qu'à l'avant, les ceintures. Aujourd'hui, il y en a à l'avant et à l'arrière. D'accord? 1. System change. Mettre les ceintures. 2. Faire des campagnes, comme la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, vous étiez en Iran, des campagnes qui vous rappellent le danger de ne pas porter sa ceinture quand il y a des gros accidents, par exemple. Numéro 3, des contrôles de police. Et numéro 4, et ça marche très bien avec moi, des amendes que la police va mettre. Et ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie multimodale, c'est-à-dire en plusieurs éléments de changement du comportement. Multimodal Behavioral Change Strategy. C'est comme ça que ça s'appelle. Et tous les psychologues qui veulent changer le comportement humain vont vous dire « je ne sais pas comment faire, mais il faut une stratégie multimodale ». Et c'est ce qu'on nous a dit à nous aussi quand on a posé des questions en 1994, et c'est ce qu'on a fait. Alors, on a utilisé des techniques d'éducation différentes. Les mains avant, après l'alcool. On a utilisé les murs de l'hôpital dans une technique appelée les talking walls, où on a affiché des affiches qui rappellent les infections à l'hôpital, qui rappellent le rôle des bactéries multirésistantes. Mon fils, s'ils ne m'ont pas avant, tu deviendras multirésistant. C'est cette bactérie qu'on appelait MRSA, le staphylocoque doré résistant à la méticilline, qui parle, ici le père parle à son fils. D'accord? Donc petit à petit, avec ces stratégies-là, les gens comprennent de quoi vous parlez, et ça marche bien, au lieu d'envoyer des lettres que les gens ne lisent pas. Et progressivement, eh bien, ces rappels sur les lieux de soins sont efficaces à changer les comportements, additionner des autres éléments. On va y venir. Petit à petit, les bactéries deviennent finalement très peureuses, elles ont peur de ne plus pouvoir infecter dans l'hôpital, ça c'est la fin de la microbiologie, d'accord, et la fin du système de prévention de l'infection. Et voilà, elles vont voir Sigmund Freud pour lui dire, dans cet hôpital, ça devient impossible de causer des infections, d'accord. Alors c'est un peu marrant, j'en vois qui rigolent,
et ça, c'est ce qu'on appelle la culture de la sécurité. Si vous parvenez à mettre ces affiches contre les murs, ça veut dire que tout l'hôpital est d'accord qu'il faut faire quelque chose contre ce problème. Ça veut dire que ça devient une priorité institutionnelle et c'est extrêmement important. C'est un des éléments fondamentaux d'une stratégie de changement de comportement. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a continué à mesurer ces pratiques, comme je vous ai expliqué, en voyageant dans tout l'hôpital de manière régulière. Ici, vous avez des données toutes les 6 mois. Et vous voyez que l'observance des pratiques s'améliore au cours du temps, principalement parce que ce qui est en orange, le recours à la friction hydroalcoolique au cours du temps est utilisé de plus en plus, l'hygiène des mains au lavabo de moins en moins, et puis progressivement, les choses s'améliorent et on restitue la performance dans des grandes séances où tout l'hôpital vient écouter, ensuite dans des plus petites séances, ensuite pour les chefs de service, ensuite pour les différents secteurs infirmiers, etc. etc. Ça s'appelle évaluer la performance et restituer la performance, et c'est très important. C'est comme quand vous roulez dans un village qui est limité à 50, je reviens sur l'analogie de la voiture, puis vous avez quelque chose qui vous signale que vous êtes à 48, et puis c'est vert, ou autrement vous êtes à 52, et donc là c'est rouge, d'accord? Et donc ça vous permet, au fond, de vous corriger instantanément si possible. Aujourd'hui, voici comment on utilise la friction hydroalcoolique au ZUG. Aujourd'hui, 99,9% des situations dans lesquelles les gens font un geste d'hygiène des mains, ils vont avoir recours à l'alcool. Vous voyez qu'en 2009, quand on a eu notre épidémie H1N1 mondiale, tout le monde avait peur, avant tout pour soi-même, donc la consommation d'alcool est encore augmentée. On n'a toujours pas aujourd'hui rejoint celle de 2009, 10 ans plus tard, ou pratiquement. Donc ça veut dire que les changements de comportement, c'est quelque chose qui s'intègre extrêmement lentement et qui est extrêmement compliqué. En parallèle, on a bien sûr mesuré les taux d'infection dans l'hôpital. Ces taux d'infection ont diminué de 50% en 3 ans, ce qui représentait évidemment des vies sauvées, plusieurs centaines par année, ce qui représentait des coûts évidemment non dépensés, parce que les infections, ça coûte cher, et des durées de séjour raccourcies. On a estimé qu'on a sauvé à l'hôpital, au début, entre 20 et 24 millions de francs suisses par année, ce qui n'était largement pas ce qu'on investissait dans la prévention de l'infection ni dans la campagne. Et donc, après 8 ans, on a fait une étude coût-bénéfice et on a pu démontrer que c'était largement cost-effectif. Aujourd'hui, on a pu démontrer que c'était la stratégie la plus cost-effective en termes de santé publique, c'est-à-dire que pour 1 franc investi, il y avait un retour d'environ 25 francs. Aux États-Unis, pour 1 dollar investi, retour d'environ 23 francs. Au Mexique, pour 1 peso investi, au retour d'environ 7 pesos. Pourquoi? Parce que les coûts sont un peu différents, mais l'investissement en vaut toujours la peine. Donc une stratégie multimodale de changement de comportement qui finalement fonctionne et qui peut être mesurée. Alors, en médecine académique, on dit toujours c'est publish or perish. Ça veut dire qu'on doit toujours continuer à publier. Donc on a la chance de publier l'article dans le Lancet. Évidemment, il est repris par la grande presse. Et puis, automatiquement, on est visité. On est visité par des gens du monde entier qui veulent finalement faire la même chose que nous. Et on appelle ce modèle le modèle genevois de promotion de l'hygiène des mains. Alors, qu'est-ce que veulent les gens quand ils viennent à Genève? Ils veulent les posters d'abord. Donnez-moi les posters. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on veut bien vous les donner, les posters, mais ça ne suffira pas. Les posters, il faut les développer vous-même. Il faut utiliser une stratégie multimodale et on réexplique, etc., etc. Et ça marche dans toute une série d'hôpitaux dans le monde entier. Jusqu'en 2005, où l'Organisation mondiale de la santé nous demande si on est d'accord de démarrer pour une campagne mondiale cette fois-ci. Alors, bien évidemment, on ne refuse pas l'offre. Et puis, on se retrouve le 13 octobre 2005. Vous êtes ici à l'Organisation mondiale de la santé, dans la grande salle qui reçoit, encore aujourd'hui, elle a été un peu refaite, mais elle a exactement le même aspect, qui reçoit tous les ministres de la Santé une fois par année à Genève, de manière à discuter les grands problèmes de santé mondiaux. Et au fond, on lance la campagne. Alors rappelez-vous que pour obtenir cette stratégie, il a fallu évidemment aller discuter avec les différentes directions médicales, infirmières, mais aussi la direction évidemment générale de l'hôpital. Là, vous vous retrouvez à l'OMS et vous n'allez pas aller discuter avec chaque hôpital. Donc ce qu'on a imaginé, c'est de demander aux ministres de santé du monde entier de signer finalement un accord de convention pour, reconnaître l'existence des infections. Je vous rappelle que dans certains pays, on n'en parle même pas. Reconnaître l'efficacité des outils, les utiliser, puis si possible,
nous restituer quelques informations, ce qui était difficile pour certains pays. Mais enfin, voilà, on y est arrivé. Et puis, vous voyez des signatures de conventions qui nous étaient tendues à Sir Liam Donaldson, qui est un membre permanent de l'OMS, mais chef médical de toute l'Angleterre à l'époque, ou à moi-même. Ici, on est en Afghanistan, en avril 2012, où le ministre de la Santé vient de signer le pledge et est en train de me le remettre. Aujourd'hui, on couvre plus de 95% de la population mondiale avec cette campagne. Il y a encore du travail, on n'a pas fini, mais disons, ça avance bien. Alors, c'est bien joli tout ça, mais pour l'instant, on est à un very high political level. D'accord, on a discuté avec le ministre de la Santé, on ne sait pas du tout si ça va aller plus bas. Donc on veut aussi faire une campagne qui part de la base et on décide de faire ce qu'on appelle des guidelines, des recommandations basées sur l'évidence. Je vous rappelle qu'à l'époque, les recommandations, c'était l'hygiène des mains au lavabo, voilà, faites-le quand vous pouvez, tant mieux. Tandis que là, on arrive avec une stratégie, avec plusieurs modes et avec un changement de système en disant c'est l'alcool qui va être l'outil maintenant du changement. Et on revoit l'évidence dans la littérature, et puis on lie ça à des actions, c'est-à-dire à des tools, des instruments pour, au fond, entretenir l'action sur le terrain. Alors, la stratégie, vous la connaissez, c'est la stratégie des U que j'ai décrite, qui se retrouve ici, changement de système, changement dans l'éducation, évaluation et restitution de la performance, rappel sur les lieux de soins et institutional safety climate, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vraiment un climat institutionnel dans lequel l'hygiène des mains doit être discutée à tous les niveaux, y compris sur les indicateurs de bord des hôpitaux et réclamés par la direction générale. On développe des outils, voilà un outil qui s'appelle les 5 moments de l'hygiène des mains, mes 5 moments ou vos 5 moments pour l'hygiène des mains, c'est évidemment pour des soignants. Ces outils sont développés de manière à ce que tout le monde reconnaisse les mêmes pratiques. C'était compliqué, ça n'existait pas dans la littérature. Ces outils sont traduits, évidemment, dans différentes langues. Je ne comprends pas le farsi, donc je ne peux pas vous dire si c'est correct, mais on trouve toujours un collègue dans le monde d'accord de participer et de traduire. L'OMS nous aide pour certaines langues. Et puis non seulement c'est traduit, mais c'est aussi adapté. Et regardez, les Australiens, ils ont démarré une campagne nationale et ils ont choisi bleu comme couleur des 5 moments. Regardez à Taïwan, j'y comprends rien, mais disons ça ressemble à une fleur. Et puis progressivement, Playmobil en Argentine, Olaf en Allemagne et Hello Kitty au Japon deviennent des promoteurs de l'hygiène des mains. Alors, Hello Kitty, si je m'étais ramené avec un flacon à l'hôpital à Genève avec Hello Kitty, les gars auraient dit non mais Pité, il a bu, c'est pas possible. D'accord ? Non. Mais ce qui est important, c'est qu'au Japon, Hello Kitty, c'est fort, ça marche bien. Et il faut laisser ça, c'est le principe adapt to adopt. Si vous voulez que quelqu'un adopte une nouvelle stratégie, il faut le laisser adapter, la faire sienne, comme on dit. Et donc, c'est absolument clé dans cette histoire de laisser les gens adapter. Si ça vous intéresse, vous pouvez accéder à mon TEDx Talk du Palais des Nations, où c'est Adapt to Adopt. Vous allez sur tinyurl.com, Adapt to Adopt. Et là, j'explique au fond certains éléments de l'exemple Adapt to Adopt dans cette campagne. Je vais en utiliser l'un ou l'autre. On a utilisé 2 outils dans cette campagne, 2 outils principaux. Il y en a plus, mais il y en a 2 essentiels. Un, c'est ces 5 moments pour l'hygiène des mains dont je vous ai parlé. Et un autre, c'est un outil où on explique comment se frictionner les mains, parce que ce n'était pas encore très clair dans la littérature. Et notamment, on rajoute une étape qui est l'étape qu'on appelle des fingertips, c'est-à-dire on se frictionne les mains comme ça. On va y revenir tout à l'heure, vous verrez, c'est important. Alors, cet outil-là, eh bien, certains de mes collègues ont eu la chance d'aller à Tourmi, en Éthiopie, et ils vont se retrouver dans un tout petit hôpital, et voilà ce qu'ils vont retrouver contre le mur. Et vous reconnaissez évidemment notre poster, qui a été photocopié, qui a été coloré au crayon, et qui a été traduit dans le langage local, dans le dialecte local de ce petit hôpital très, très, très retiré. Donc ça vous montre un tout petit peu la diffusion de la stratégie. On a fait des choses beaucoup plus sérieuses. Pour ceux qui connaissent le New England Journal of Medicine, qui est une revue très prestigieuse, on y a publié une vidéo sur la technique de l'hygiène des mains. Non seulement on a publié la vidéo, mais c'est la seule vidéo dans laquelle on nous a laissé l'accès libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas payante. Toutes les autres sont payantes. On a même obtenu de pouvoir la traduire. Et une fois qu'on l'a traduite dans toute une série de langages, on a pu même la mettre sur le site de l'OMS. Donc ça veut dire
C'est très, très remarquable pour ce journal qui, en général, n'est pas tout à fait ouvert à ce genre de stratégie. Et là, vraiment, c'est un journal qui nous a permis de participer à la diffusion mondiale de cette stratégie. C'est la vidéo qui a été la plus vue dans ce journal, qui est encore une fois un journal assez prestigieux. Alors, qu'avons-nous comme évidence que cette stratégie a bien été finalement diffusée et bien efficace dans le monde entier? Alors, pour ça, on a fait entre 2006 et 2008 une phase de test des guidelines, c'est-à-dire qu'on a pris les guidelines qu'on avait écrites avec tous les outils d'implémentation, on les a distribués dans toute une série d'hôpitaux, plus de 500 dans le monde entier, on leur a dit essayez-les et dites-nous si ça marche. Mais on ne les a pas aidés plus que ça. Par contre, on a eu des centres pilotes au Costa Rica, au Mali, en Italie, au Pakistan, en Arabie Saoudite, au Bangladesh, à Hong Kong, où là on est allé avant, on est allé pendant, on est allé après, et on a testé l'implémentation de la stratégie, on a pu démontrer que c'était efficace, on a pu le publier ensuite, avec des chiffres quantifiés pour démontrer l'efficacité de la stratégie. Je n'aurai pas le temps de vous montrer toutes ces données, mais pour vous dire, on a testé la stratégie dans des endroits très modernes à travers le monde, dans des endroits beaucoup plus modestes, et aussi dans des endroits où la culture est extrêmement différente. Et en termes de culture, on a été exposé à toute une série d'événements dont le principal est certainement la barrière religieuse. Et en termes de barrière religieuse, on sait tous que le musulman ne peut pas boire de l'alcool. Hein, c'est écrit dans le Coran, c'est très clair. Alors nous, on a eu au tout début de la campagne, je vous ai expliqué que les Anglais étaient venus nous voir, qu'on a démarré une campagne en Angleterre en 2004, et au tout début de la campagne en Angleterre, on a eu ce qu'on appelle un bruit de fond, ce qu'on déteste en santé publique, c'est un bruit de fond qui dit, pas clair que les musulmans peuvent utiliser l'alcool sur leurs mains, et on a eu quelques histoires, dont une, par exemple, une infirmière musulmane qui vit encore chez son père, qui travaille à Londres, et puis son père s'aperçoit après 6 mois qu'elle applique de l'alcool sur les mains tous les jours dans son travail, et du coup, il la chasse de la maison. Alors ça, évidemment, pour nous, c'était danger, 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 parce que si les choses se reproduisent, on va avoir des problèmes avec la campagne. Alors la façon de résoudre le problème, ça a été d'appeler un de mes collègues, toujours, on a toujours des copains dans le monde entier avec lesquels on peut travailler, d'accord, à Riyad, qui fait le même métier que moi, qui est devenu ministre de la Santé ensuite, mais qui ne l'était pas encore, mais qui travaillait dans l'hôpital du roi Fahd, et avec lequel on a pu avoir accès au clergé musulman et aux Muslim scholars, c'est-à-dire, vous savez, dans ces pays-là, le recteur d'université, c'est toujours le doyen de la faculté des sciences des arts musulmans, et donc on a pu travailler et relire le Coran avec eux, ce qui m'a valu de devoir aller à Riyad à peu près tous les 2 mois pendant 18 mois. On ne va pas à Riyad pour les vacances tous les 2 mois, hein. Voilà, et de travailler avec le clergé musulman. Et on a finalement pu relire tout le Coran, comprendre tout ce qui concernait l'alcool et aller demander une fatwa à la Ligue musulmane qu'on a obtenue. Une fatwa positive qui dit clairement que le soignant musulman peut appliquer l'alcool sur ses mains. Ça a été publié au Lancet en 2006. Et puis, quand on retourne là-bas, on voit régulièrement, vous voyez, un flacon d'alcool ici au premier rang avec des soignants musulmans au travail dans une unité, en l'occurrence de soins intensifs. Et donc, ce sont dans les pays musulmans aujourd'hui que ce qu'on appelle le takeover en anglais de l'initiative est la plus importante. Et vraiment, ça marche extrêmement bien dans ces pays-là, donc signifiant quand même que cette démarche a probablement été utile. Le respect de la culture, le respect des religions, le respect des différences est absolument fondamental dans ce genre de campagne. Dernier élément extrêmement important dans cette campagne, pour assurer qu'elle soit universelle, l'élément de ce que j'appelle le Universal System Change. Il faut que vous trouviez ce flacon d'alcool ou un autre, hein, peu importe, ce flacon d'alcool partout au lieu de soins lorsque vous arrivez. Alors, dans cet hôpital, là, vous êtes au Bangladesh, il est évident que cet hôpital est pauvre et ne pourra jamais acheter l'alcool. Et très rapidement, on a identifié ça. Donc, ce qu'on a fait, dans un esprit d'équité et de solidarité, ça a été de faire que ce produit, qui avait été développé aux UG par William Griffith, qui est là, William, si tu veux bien juste lever le bras, hein, c'est lui l'inventeur du produit. Merci William. Merci pour lui. Ce produit, légèrement modifié, on l'a donné à l'Organisation mondiale de la santé
Et non seulement on a donné le produit, mais on a donné la recette de comment faire le produit avec des moyens relativement simples. On a fait venir un pharmacien du Mali, il a appris à le faire, il a appris un petit peu d'autres choses aussi, mais ensuite il est rentré au Mali. Et ce pharmacien, il s'appelle Lozemi Bengali, et vous le retrouvez maintenant dans sa pharmacie au Mali à fabriquer de l'alcool localement à partir d'un alcool dérivé de la canne à sucre. On va y revenir tout à l'heure. Donc voilà, Lozemi Bengali, le premier qui a fait de l'alcool sur place au Mali pour son hôpital, ensuite pour d'autres hôpitaux au Mali. Ça a été répété, vous êtes ici au Kenya, j'y étais encore il y a quelques semaines. Ça a commencé dans un hôpital, c'est le préparateur Georges, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, qui est en train de fabriquer de l'alcool localement. Et puis aujourd'hui, ça a été reproduit au Centre national de recherche. Alors, est-ce que c'est nécessaire d'être dans le Centre national de recherche? Non, mais enfin, il faut produire en grande quantité pour environ 1000 hôpitaux au Kenya, et ça marche bien. Ça marche à partir de l'alcool qu'on a, au fond, acheté. Et puis, on a fait la même chose à l'époque d'Ebola. On revient à la première vidéo, où, au fond, le meilleur instrument, le meilleur outil pour tuer le virus Ebola, eh bien, c'est l'alcool. Et donc, on est allé sur place pour fabriquer de l'alcool à partir d'alcool qu'on a pu obtenir sur place, et avec notre pharmacien Lozemi, qui est allé enseigner à tous les pharmaciens du Libéria et de la Guinée comment faire de l'alcool. Les malades avaient peur de l'hôpital, les soignants avaient peur des malades. Why the spreading of the Ebola was so fast? Because the weakness of the health system. IPC, infection prevention and control, was in existence. The most important was just to make alcohol-based unwrapped solution available. Alcohol is actually the best way to kill bacteria. It is the most powerful and most efficient way to actually drop counts of bacteria on hands, and it's extremely useful. And last but not least, it has been selected by WHO to be on the essential medicine list. De pouvoir mettre ça en place ici en Guinée, je trouve fabuleux de pouvoir transposer ce projet ici. By providing the capacity to the local pharmacies to produce by themselves the alcohol-based unwrapped solution is something which is very important, because it restores the trust and the confidence to the population, but also to the health staff. Et ces missions ont été rendues possibles avec l'aide de l'Office fédéral de la santé publique, avec l'aide d'une fondation qu'on a aussi créée, qui s'appelle Clean Hands Save Lives, dont on parlera un tout petit peu tout à l'heure. Alors l'alcool, on peut le fabriquer localement, et je vais y venir là. Vous êtes ici dans une fabrique de sucre, au fond, vous avez de la canne à sucre, on va y venir, et puis vous pouvez joindre à une fabrique de canne à sucre une fabrique de solutions hydroalcooliques, je vais en parler. Ce qui est important, ça a été dit dans le film, c'est que l'OMS a reconnu l'alcool comme faisant partie de la liste des médicaments essentiels. Ça veut dire qu'au fond, c'est un droit humain que de trouver de l'alcool quand vous arrivez au pied du lit du malade, ce qui est évidemment très important parce que dans tous les événements importants de crise humanitaire, vous devriez trouver cet alcool. Est-ce que vous le trouvez tout le temps? C'est une autre question. Mais disons, en tout cas, il faut faire tout pour le faire. Alors là, je vais faire un petit saut dans l'économie. Et l'économie, en parlant d'innovation sociale, d'économie sociale, ou de social business venture, qui est au fond la terminologie qu'a proposé Mohamed Yunus, le prix Nobel de la paix 2006. On va y venir, je vais vous donner deux exemples simples. Donc d'abord, l'économie sociale, qu'est-ce que c'est? Ça vise à servir l'intérêt collectif et les membres de la société. Ensuite, vous avez l'économie solidaire, qui est impliquée dans la recherche de l'intérêt finalement général. L'économie solidaire peut bénéficier de ressources publiques, l'économie sociale, non. L'économie sociale et solidaire, ça met un peu les deux ensemble, c'est une économie privée à but non lucratif ou à but lucratif restreint ou limité qui participe à un nouveau mode de vie. C'est important de comprendre bien que les respects des critères sont les critères éthiques, critères sociaux, critères écologiques, et puis que ça place la personne avant le profit. Alors, je vais vous en parler, il y a trois types d'entreprises. Il y a l'entreprise à but non lucratif, qu'on appelle à effet de levier, qui dépend de financement public, de fonds, de donations, etc. Il y a l'entreprise hybride à but non lucratif et qui, au fond, compte beaucoup sur les fonds, sur les dons, etc. Mais certaines recettes peuvent être utilisées pour finalement, par la vente de produits ou de services. Et puis, il y a le social business venture, le modèle de Mohamed Yunus, qui consiste à avoir une mission principale qui est de produire un changement social
tout en générant des bénéfices. La différence, c'est que les bénéfices ne font pas réutiliser pour rémunérer les actionnaires, mais pour réinvestir dans le modèle afin que l'entreprise sociale puisse être maintenue, puisse être pérenne, puisse se développer et soutenir les avantages sociaux entrepris. Je vais vous montrer ça. Alors vous allez là en Ouganda, vous êtes à Jinja, vous êtes dans une plantation de canne à sucre qui est immense, 75 000 km², qui est là depuis 1930, et puis tout est fait manuellement. Ici, vous coupez la canne à sucre, alors vous prenez la canne à sucre, vous la coupez, puis ensuite, vous allez voir, vous la transportez par camion. Il y a 8000 employés qui, au fond, sont les employés de l'usine de canne à sucre, mais il y a une population totale de 35 000, parce que ces employés ont des familles, etc., on y reviendra. La canne à sucre rentre dans l'usine, vous voyez que c'est une très grosse usine. Vous broyez la canne à sucre, vous prenez le jus de canne à sucre, là on va rentrer dans l'usine, et avec le jus de canne à sucre, vous faites du sucre. D'accord? Donc voilà l'usine, et voilà le sucre. Et dans cette usine, il y a des tonnes de sucre qui sont produites chaque jour. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi avec ce qui reste, quand vous avez fait le sucre, qu'on appelle les leftovers, qu'on appelle la masse, ce qu'on appelle le mash en anglais, vous pouvez le fermenter, vous pouvez le distiller, et vous pouvez le purifier et en faire de l'alcool. Et dans cette usine qui dispose, je ne rentre pas dans les détails, d'une distillation, d'une distillerie en 7 colonnes, avec notamment une colonne de cuivre qui permet d'avoir de l'alcool de haute qualité, eh bien, vous pouvez évidemment avoir des quantités d'alcool phénoménales. Ici, il y en a 17 000 litres qui sont produits par jour. C'est beaucoup d'alcool. Alors, ensuite, vous pouvez ajouter à cette grande fabrique une fabrique de solutions hydroalcooliques pour les mains. Et c'est ce qu'on a fait en Ouganda. C'est une très petite fabrique, on va y venir tout à l'heure, elle est là. Elle produit de l'alcool pour friction hydroalcoolique, 1400 litres par jour de capacité maximale. Elle emploie 5 employés, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Donc vous pouvez faire du sucre et de l'alcool, puis à côté ajouter un petit modèle. Et puis en dehors de ça, puisqu'il y a 35 000 personnes qui vivent dans la région, eh bien il y a aussi un hôpital qui produit des soins gratuits pour tous les malades. Et donc c'est vraiment un projet d'innovation sociale. En conclusion, c'est vraiment un modèle de social business venture. La mission principale, c'est de produire un changement social tout en générant des bénéfices. Mais les bénéfices ne sont pas pour les actionnaires, les bénéfices sont réintroduits dans la... Alors, résultat, vous avez 8 000 employés, une population de 35 000 personnes, vous avez 14 écoles primaires, vous avez 12 écoles secondaires, le meilleur niveau d'éducation de tout l'Ouganda. Pourquoi? Parce que les cadres supérieurs veulent un niveau d'éducation pour leurs enfants, et ça marche très bien. Il y a une poste, il y a une banque, il y a un supermarché, il y a un hôpital qui donne des soins gratuits, et c'est un acteur économique majeur de la région. Et à ça, on ajoute un petit social economy model qu'on a ajouté il y a quelques années, qui est une usine de production de solutions hydroalcooliques pour les hôpitaux, pour l'instant pour les patients d'Ouganda. Ça génère des petits bénéfices. Aujourd'hui, on est à peu près au break-even, pas tout à fait. Et puis, ça, surtout, ça permet finalement d'introduire la stratégie. Cette petite usine qui fait environ 800 mètres carrés, elle a été accueillie par la compagnie, elle est hébergée par cette grande fabrique de sucre pour des raisons sociales. Il y a 5 employés qui sont tous des Ougandais aujourd'hui, qui produisent à la demande et qui marchent extrêmement bien, qui bénéficient évidemment de toutes les infrastructures de l'usine. Et puis, chose importante, c'est le seul producteur de solutions hydroalcooliques de qualité de toute l'Afrique de l'Est. Donc voilà un bel exemple mixte d'économie de solidarité. Pour la suite de la campagne, qu'est-ce qu'on envisage? On envisage évidemment de continuer dans le monde entier en s'assurant que les hôpitaux du monde entier participent. Alors on a développé un score par lequel les gens mesurent les 5 éléments de la stratégie que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est un score tout simple, c'est comme un scorecard que vous remplissez, et puis ça mesure les 5 éléments, voilà, que vous connaissez par cœur, et puis ça vous quantifie, vous avez une ligue des hôpitaux, et puis les meilleurs hôpitaux, ils peuvent ensuite, je vais y venir, participer à un concours, mais surtout, ceux qui ne sont pas encore assez bons peuvent utiliser des outils pour s'améliorer. On a fait une étude mondiale de ce phénomène en 2011. On a eu des résultats du monde entier. Je vous montre seulement les résultats pour les États-Unis. C'est à dessein, parce qu'évidemment, vous avez 5 éléments dans la stratégie. Le system change, acheter de l'alcool, le mettre au pied du lit des malades, ça c'est facile quand vous avez de l'argent. D'accord? Donc on arrive à 100%. Par contre, tous les autres éléments, vous voyez qu'ils sont moins bons, ça veut dire qu'on peut les améliorer, ça veut dire que tous les hôpitaux du monde peuvent continuer à faire des progrès. On n'arrive jamais finalement
au top, et on a fait ça en 2011, on l'a répété en 2015, et on a ici des idées de l'amélioration globale dans le monde entier de la capacité de chaque hôpital à promouvoir l'hygiène des mains. Vous voyez en bleu le monde entier, et puis en gris les régions du monde divisées. Vous voyez qu'il y a une amélioration dans tous les pays du monde, et que certains vont mieux que d'autres. C'est l'Asie-Pacifique du Sud-Est qui va le mieux. Puis ensuite, l'étape suivante, les meilleurs hôpitaux peuvent rentrer dans un concours d'excellence qu'on appelle le Hand Hygiene Excellence Award. Il n'y a pas d'argent à la clé, mais c'est juste une reconnaissance. Alors on a un groupe d'experts qui revoit les données, qui visitent les meilleurs hôpitaux. Vous avez ici 2 experts qui visitent un hôpital en Indonésie. Vous avez ici le prix que cet hôpital va recevoir. On les invite dans un grand congrès pour qu'ils puissent montrer leurs données. Je vous montre une petite vidéo qui vous résume simplement l'action. It is an award to identify the best hospitals and to provide a platform to learn from the best. You have a scoring system whereby you can score yourself how good is the institution to promote hand hygiene. And if your score is good enough, you can apply as a candidate for the Hand Hygiene Excellence Award. At each of our audit visits, we only spend half a day at the institution. We use the WHO self-assessment framework. To be awarded, you need to have at least 3, if not 5 years of sustained improvement of hand hygiene and decrease in infection rates. More and more hospitals are joining in the program, promoting hand hygiene as a way of life. Voilà, une façon simple de mettre les gens ensemble et de faire en sorte qu'ils aient du plaisir. Et voilà, on a commencé en 2010 en Asie-Pacifique, on est à peu près maintenant dans le monde entier avec ces reconnaissances et avec ces progrès qui sont nécessaires. Donc, on invite toujours les hôpitaux du monde entier à être le prochain à être choisi sur la liste, en tout cas dans la région. On a des programmes de trainers qu'on a montés dans le monde entier. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que pour des raisons de temps peut-être. On fait ça dans le monde entier, on a déjà fait toute une série de pays et on continue à les faire. Je n'aurai pas le temps de vous montrer cette vidéo, mais Josiane, qui est l'infirmière que vous voyez ici, parce qu'elle est voilée, nous sommes en Iran, pourra vous parler tout à l'heure de l'hygiène des mains, je pense qu'elle le fera volontiers. Donc on a du plaisir à travailler avec les gens dans le monde entier. Parmi nos visions, nos perspectives, évidemment, on ne doit jamais oublier le patient. Le patient doit toujours rester au centre de nos préoccupations. Et le patient peut aussi participer. On peut demander au patient de s'entretenir avec les médecins, avec les infirmières pour réclamer l'hygiène des mains. Ce n'est pas très facile, on l'a testé un peu dans le monde entier. Ce n'est pas encore tout à fait facile à obtenir partout, mais on y vient. Il y a des endroits où ça se fait très bien. Vous avez ici le Social Security System de Mexico qui couvre plus de 55 millions de population, là où chaque fois que les patients vont à l'hôpital et sont là en train d'attendre, il y a des bénévoles qui viennent leur enseigner l'hygiène des mains. Donc ça ne coûte rien, ça fait patienter et ensuite de ça, vous seriez fasciné par avoir les patients qui vous parlent de l'hygiène des mains. C'est absolument magnifique. On a été aidé parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, un auteur français, un des meilleurs vulgarisateurs scientifiques français, Thierry Crouzet, a écrit un livre qui s'appelle Clean Hands Save Lives, qui a été préfacé par Margaret Chen, la directrice de l'OMS, et Sir Liam Donaldson. Ce livre a été traduit en différentes langues. Ce livre a été donné par Thierry Crouzet et donc il nous a permis aussi de générer des moyens. Il est en vente et tous les produits de la vente reviennent à la fondation Clean Hands Save Lives. Il a été produit selon le principe de l'économie de paix, le même principe qui est utilisé pour finalement avoir donné cet alcool libre de brevet de manière à ce qu'il ne puisse pas être breveté. On a été aidé dans la promotion de ce livre. Alors certains reconnaissent Bill Clinton. Barack Obama est un fervent supporter de l'hygiène des mains, puisque quand il a reçu finalement ces conseils de George Bush, il a dit, voilà ce que je conclus, un président doit trust yourself, et deuxièmement, always use hand sanitizers, c'est comme ça qu'on appelle les frictions hydroalcooliques aux États-Unis. J'ai une petite vidéo, mais qui est un peu longue, dans laquelle il dit ça. Et puis, je n'ai pas de diapositive avec Trump, mais je ne suis pas sûr que j'en ai envie. Voilà. On a d'autres grands supporters, je ne sais pas si certains le reconnaissent, c'est Pelé, Pelé, le grand footballeur, qui soutient des hôpitaux au Brésil que
j'ai rencontré, qui vraiment est un grand, regardez-le, quand il se frotte les mains, vous voyez, il se laisse vraiment enseigner la technique avec grande attention. Et puis enfin, notre grand, finalement, notre grand mentor, il croit aussi beaucoup. Et il nous a autorisé à montrer cette photo. Il ne fait pas une visite dans les hôpitaux sans se frictionner les mains. Vraiment, il a très très bien compris. Et pour nous, c'est évidemment très important. On a été aidé parce qu'il y a un film qui a été produit. Certains l'ont peut-être vu sur la télévision suisse romande. C'est un film qui a été aussi produit selon le principe d'économie de paix. Et voilà. Comment continuer? C'est quoi les étapes suivantes dans une campagne comme celle-ci? Alors d'abord, on a été désigné centre collaborateur pour l'OMS, pour la sécurité des soins. Donc, c'est notre mission de continuer cette campagne. Ensuite, on organise un congrès tous les 2 ans, selon les principes de solidarité. On fait venir des gens du monde entier, y compris par des grants pour lesquels on est aidé par l'université, par les hôpitaux, par des amis, etc. On a édité des nouvelles guidelines sous forme d'un livre. Tout ça, c'est un peu technique. On conduit cette campagne depuis maintenant plus de 10 ans. Et quelles sont finalement les leçons qu'on peut tirer et que vous pourriez tirer pour d'autres situations? Parce qu'on sait tous que changer le comportement humain, c'est difficile, qu'on se retrouve toujours devant de la résistance. Pourquoi ça a marché finalement cette campagne? C'est une question qu'on nous pose souvent. Et au fond, voilà pourquoi ça a marché. Alors, pour l'instant, c'est noir, j'en conviens. Mais pourquoi? D'abord, on a eu la chance, parce qu'on a pu changer le système. Changement de système, ça c'est vraiment une chance incroyable et c'est important. Ensuite, on a utilisé, rappelez-vous, une stratégie multimodale basée sur l'évidence, mais pas seulement basée sur l'évidence, aussi basée sur l'expérience, ce qui aide beaucoup. Ensuite, eh bien, on a eu une stratégie d'implémentation avec des outils d'implémentation. Puis la stratégie, on me dit toujours, c'était top to bottom ou bottom up. Vous savez, ces grands managers avec ces grandes théories, moi je leur dis c'était les deux, d'accord? C'était top to bottom et bottom up, bien sûr, comme toutes les bonnes stratégies. Les outils d'implémentation étaient importants, ils ont été traduits, multi-traduits. On a pu lier nos actions avec des effets positifs de la campagne, on a sauvé des vies. Et on estime aujourd'hui que cette campagne sauve entre 5 et 8 millions de vies par année dans le monde. Donc évidemment, ça porte une campagne. On a récompensé le succès, vous avez vu ces petits moyens simples de récompenser le succès, et on a inclus des patients et leurs proches. Et puis beaucoup me disent, comme Nespresso, what else? What else? Alors bon, quand on commence à se creuser, on trouve d'autres expressions. Oui, on a utilisé ce qu'on appelle le principe de simplification. Make it easy, d'accord? La co-création, c'est-à-dire qu'on a créé ensemble. La créativité, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. L'expérience communautaire, alors je ne veux pas entrer sur vous quand vous allez dans les grands magasins où il y a une certaine odeur, une certaine couleur, une certaine ambiance. Ça, c'est l'expérience communautaire qu'on a essayé de transiter pour l'hygiène des mains. L'adaptation, j'en ai parlé, on a fait du silo busting au niveau des Nations Unies, c'est important. On a utilisé les principes d'économie solidaire et puis des réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, moi j'en voulais pas au début parce que je voulais pas être sur Twitter, je voulais pas être sur Facebook, je voulais pas. Et puis on m'a dit il faut. Et puis j'ai dit bah très bien, on y sera au nom de la campagne. On m'a dit non, tu dois y être en ton nom même. Alors on a utilisé ça. Que vous soyez en 2015 médecin, infirmier, aide, maman avec son enfant, vous venez, on vous dit Save Hands, vous pledgez avec ce panneau Save Hands. Et puis on a eu un global reach extraordinaire à travers le monde entier. Des gens ont participé à cette campagne. On était en 2015, y compris les patients. Je mérite des soins propres. Et les visiteurs des patients quand ils viennent à l'hôpital qui peuvent participer. Et même au domicile des patients. Ici, vous avez la petite fille qui réclame des soins propres pour sa grand-maman, pour son grand-papa. En 2016, on a fait ça avec des chirurgiens du monde entier. On a dit Save Surgical Hands. Et on a eu aussi des tas de gens dans le monde entier qui ont participé. En 2017, on a dit il faut combattre la résistance aux antibiotiques. Et ça a continué avec beaucoup de succès. On a même, avec Thierry Crouzel, auteur du livre, on a même créé un nouveau livre dont on vous a parlé tout à l'heure qui s'appelle Résistant. A billionaire's boat. Nobody on deck. Yet a hostess issued a distress call. Everyone on board appears to be sick except her. Yesterday, the first patient was transported by helicopter to a nearby hospital. Fever, stomach aches, diarrhea. The analysis identified the pathogenic bacteria, Curitiba adversus. It rapidly spreads to the entire intestine. It
multiplies. It destroys the immune system. It resists all antibiotics. The patient is sentenced to death. Why isn't the hostess sick like everyone else? Voilà, vous pourrez trouver ce livre si ça vous intéresse à la sortie. C'est ce que Patrice vous disait. Il est assez passionnant. Alors, on a produit ce livre, vous en avez peut-être entendu parler à la radio, à la télévision. C'est Thierry Crouzel, l'auteur du livre. Il a été traduit, y compris en farsi, largement lu. Il a fallu adapter certains passages parce qu'il y a des passages qui étaient un tout petit peu trop sexy pour l'Iran, mais ça marche bien. Et voilà, les résultats sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas les utiliser au début. Aujourd'hui, en 2017, on mobilise pratiquement 250 millions de personnes avec cette campagne mondiale. Et donc, c'est clair que c'est un outil bon marché, c'est un outil qui marche bien. Il faut les utiliser, y compris dans des pays comme l'Iran, dans lesquels ils n'y ont pas accès. Mais quand même, il y a toujours un truc avec Instagram pour parler avec eux. J'ai toujours des contacts avec eux, même si, en théorie, ils n'y ont pas droit. Donc, c'est adapt to adopt. C'est important de continuer dans cette même idée. En 2018, on a fait sepsis. Je vais passer sur ces données. Simplement, voilà. Pour stimuler la créativité, on avait vous savez, il y a des hôpitaux qui s'améliorent, puis ensuite on rentre dans ce qu'on appelle la fatigue de campagne, où ça devient difficile d'aller mieux, et on avait ça dans un hôpital à Hong Kong, et ils ont imaginé un truc créatif qui a été de faire une chaîne de friction hydroalcoolique ininterrompue et qui ne s'arrête jamais, avec un maximum de personnes. Et vous avez là 2 arbitres qui regardent si les gens se frictionnent bien les mains. Donc là, c'est la ministre de la Santé qui lance le programme. Ça, c'est mon équivalent, qui verse de l'alcool dans les mains de la responsable du contrôle de l'infection, l'infirmière chef, qui se frictionne les mains, selon évidemment les consignes de l'OMS, devant les arbitres. Et puis on continue, la chaîne de soignants se frictionne les mains jusqu'à la dernière, boum! Et on a battu un World Guinness Book Record. Ça veut dire qu'on est dans le Guinness Book des records avec cette stratégie. Et là, on est en 2014. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On avait mesuré l'observance des pratiques avant, l'observance des pratiques après, et elle s'est améliorée. Hein, ce n'était pas l'idée d'être dans le Guinness Book des records, mais l'idée, c'était d'améliorer les pratiques, et ça a marché. Alors donc, qu'est-ce qu'on a fait en 2015? On a fait un relais mondial de l'hygiène des mains, on a envoyé des vidéos, les gens ont compris ce qu'il fallait faire, et ça a été fait dans 133 hôpitaux, dans 43 hôpitaux du monde. Et puis voilà, des exemples de vidéos. Et là, les pratiques se sont améliorées dans un certain nombre d'hôpitaux qu'on mesuré avant et après. Et ce sont les Iraniens qui ont gagné avec 660. Aujourd'hui, ce sont des Indiens qui ont atteint 6000. Et donc, il faut juste vous rendre compte que, voilà, il y a des flash mobs qui ont été créés, il y a des tas de trucs qui se font. Pour ceux que ça intéresse, vous allez sur Facebook, vous pouvez voir les vidéos, c'est marrant, c'est sympa. En Afrique, ça marche un tout petit peu moins bien, on est un tout petit peu en retard. Alors là-bas, on a créé une nouvelle campagne qui s'appelle Turn Africa Orange. Et en fait, l'idée, c'est que les enfants, finalement, parlent à leurs parents de l'hygiène des mains et, au fond, nous aident à tourner la carte de l'Afrique orange. Et je vais vous montrer ici une très très courte vidéo de la campagne. Africa Orange, Turn Africa Orange. This was one of the most exhilarating experiences we've had in the Turn Africa Orange campaign. I never imagined that schools would take it the way they did. The enthusiasm that was actually oozing out of DDA was very contagious, and everybody was so involved with that, including all of us. Voilà, j'espère pouvoir vous donner des bonnes nouvelles dans quelques années de cette campagne. Je vais terminer pour vous dire que, évidemment, que quand vous lancez des nouvelles initiatives, il faut toujours avoir de nouvelles idées. Alors en 2009, on a lancé la Journée mondiale de l'hygiène des mains, qui a lieu chaque année le 5 mai. Pourquoi le 5 mai? La stratégie a 5 composants, et vous avez 5 moments pour l'hygiène des mains. Ça fait le 5 mai, c'était facile. La plupart d'entre nous ont aussi 10 doigts. Donc, on avait imaginé en 2009 comment est-ce qu'on peut lancer cette campagne mondiale. On était déjà depuis longtemps dans la promotion de l'hygiène des mains. Et on a imaginé de faire une danse de l'hygiène des mains. Alors au départ, c'était une idée qu'on a eue avec les infirmières de mon équipe. Et puis les infirmières ont commencé à imaginer une danse. Mais rapidement, on s'est aperçu que
c'était beaucoup plus facile d'apprendre à des danseurs professionnels les gestes de l'hygiène des mains plutôt que d'apprendre à mes infirmières à danser. Il y en a quelques-unes qui sont là, elles ne m'en voudront pas. D'accord? Donc en fait, on est allé voir des professionnels de danse qui avaient gagné un concours européen et une de mes infirmières a passé de très nombreux samedis avec l'équipe de danse pour bien leur expliquer les concepts de la zone, de la friction des mains. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait introduit un nouveau geste de l'hygiène des mains, qui est ce geste-là qui n'existait pas avant 2009. Et en fait, on a fait cette danse de l'hygiène des mains qui a été très populaire sur YouTube. Elle a été vue plus d'1 million de fois. Alors pour les plus jeunes, ça vous dit quelque chose, évidemment. Et ça, c'est très bien. Mais ce qui est mieux, beaucoup, beaucoup mieux encore, c'est que non seulement cette vidéo a été vue, mais elle a été répétée, elle a été réutilisée, musique, etc., et danse. Elle a aussi été adaptée. Alors je vais vous montrer une vidéo extrêmement courte qui vous montre l'adaptation de la danse. Les premières images sont nos danseurs. Et là, vous partez à travers le monde. Là, c'est Hong Kong, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Canada, Espagne, Inde. Et regardez le geste. Sumatra, Canada, Espagne, Portugal, USA, Scotland. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Didier pour cette conférence illustrative, plein d'enthousiasme, qui a sauvé, disons, qui a raconté cette histoire, vous avez entendu, sauvé plein de vies. Est-ce qu'il y a quelques questions? Alors, je réponds volontiers à quelques questions et puis on pourra en prendre plus tard aussi. Alors peut-être moi je pourrais, une question qui est propre à mes intérêts, moi, en fait, est-ce qu'on peut estimer l'impact que cette hygiène des mains a sur la prévention pour les résistances aux antibiotiques? Alors c'est une bonne question, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des études, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais on a des études où on compte le nombre d'infections avant, après, et éventuellement le nombre de vies sauvées. C'est des études qui sont compliquées, qui sont longues, mais la plupart des études, finalement, comptent la résistance. C'est-à-dire qu'on va voir des populations dans lesquelles on a des degrés de résistance de différents niveaux, et on intervient et on regarde finalement si cette résistance diminue. Alors, dans la résistance aux antibiotiques, il y a 2 paramètres essentiels. D'abord, la mauvaise utilisation des antibiotiques, que ce soit en médecine humaine, en médecine animale ou dans l'environnement. Et ça, évidemment, notre stratégie n'y fait rien. Par contre, la propagation de la résistance par l'intermédiaire des mains, en particulier des soignants, elle est très importante, puisque quand vous avez une bactérie résistante sur un malade, c'est sûr que si ça reste sur ce malade, c'est triste pour le malade, mais par contre, ça ne se répartit pas et on n'a pas d'augmentation du réservoir de résistance. Et c'est le réservoir de résistance qui, lui, finalement, va être très important parce que c'est comme ça que la résistance perdure et parfois même se complique. Donc oui, on l'a mesuré. Pour la résistance, par exemple, on a pu déterminer qu'on pouvait réduire de 80% dans certains hôpitaux le degré de transmission des staphylocoques dorés multirésistants. On l'a montré aussi pour les grammes négatifs. Donc pour toutes les familles de bactéries, on a des résultats. Merci beaucoup. Bonsoir, professeur Pittet. Merci beaucoup pour votre conférence qui est vraiment excellente.
Je travaille en sécurité alimentaire, donc on a repris plusieurs de vos campagnes dans la sécurité alimentaire, donc c'était vraiment très intéressant. On a pu, à travers le monde, parler de l'hygiène des mains, et je me rappelle notamment quand mon deuxième fils est né, on a retrouvé au HUG le petit flacon de désinfectant, et je me suis dit tout de suite, bon, voilà, il est né au bon endroit au niveau de l'hygiène des mains. Et ce que je voulais vous poser comme question, c'était très souvent, on nous dit que la désinfection est très importante, mais qu'elle vient sur un terrain où les mains sont déjà nettoyées. Donc sur des mains sales, parfois, on nous oppose le fait qu'il faut d'abord savonner les mains et ensuite appliquer un désinfectant. Et ce que je comprends de votre étude, c'est que la désinfection immédiate avec l'alcool a suffi pour déjà réduire de manière significative les infections. Donc, vous, dans votre expérience, vous préconisez l'utilisation de l'alcool immédiatement, n'est-ce pas ? Oui, parce qu'on est dans les soins et qu'il est très, très, très rare que les mains soient sales. Quand les mains sont graisseuses, quand les mains sont visiblement sales, l'alcool ne va pas fonctionner. Il faut utiliser un saponifiant pour enlever les graisses. Si vous allez toucher votre chaîne de vélo, vous allez utiliser si vous êtes en cuisine, pour certains plats, vous devez, quand vous avez des mains grasses, vous devez finalement utiliser un saponifiant. Mais dans les soins, c'est extrêmement rare. Parce qu'en fait, en général, quand vous anticipez, par exemple, de toucher une plaie, vous allez mettre des gants. Donc vous frictionnez à l'alcool, vous mettez les gants, ensuite vous faites vos soins, vous enlevez les gants, puis ensuite les mains ne sont pas souillées, à moins que vous soyez très maladroit en enlevant vos gants. Mais quand nous, on fait nos études aujourd'hui, c'est 99,9% des situations dans lesquelles on n'a plus besoin d'eau et de savon. Et c'est ce qui se passe dans les hôpitaux dans lesquels la stratégie est vraiment bien comprise. Évidemment qu'il reste des situations, si vous êtes aux urgences et qu'un malade va vous vomir sur les mains, ce qui peut arriver, hein, à ce moment-là, vous allez vite vous passer les mains sous l'eau, même sans un savon médicalisé, même sans savon, parfois. Et ensuite, vous les séchez bien et vous pouvez ensuite utiliser de l'alcool, qui est vraiment la façon de réduire les bactéries au maximum sur vos mains. Alors, il y a des adaptations, bien sûr, dans les cuisines, je le sais, puisqu'on a été appelé par beaucoup d'instances pour vérifier les guidelines. Et c'est vrai que maintenant, ça a beaucoup amélioré les pratiques. D'autres questions? Bon, alors, je pense qu'on a entendu plein de choses, beaucoup d'images. Là, il y a une question, si jamais. Pardon? Une question, mais on ne la voit pas. Bonsoir, je vous voilà. remercie pour la conférence. J'en prie. Au vu du nombre de séries télévisées dans la médecine, les urgences, etc., on ne voit jamais justement le fameux geste de... Alors, je l'aurais écrit. C'est très compliqué. Je l'aurais écrit. Voilà. C'était ça l'idée, vous avez compris ma question. Ouais. Merci. Oui, alors, madame parle de la série Urgence. Hein, vous l'avez tous vu, la série Urgence. Ça a été quantifié. Ou d'autres. Ou d'autres, il y a docteur, rappelez-moi le nom. Voilà. Effectivement, le problème de ces séries, c'est qu'il n'y a pas eu des médecins spécialistes ou des infirmières spécialistes qui ont aidé les scénaristes à faire que ce soit des réalités de la vie de tous les jours. Et malheureusement, le geste d'hygiène des mains n'est pas dans ces séries-là. Alors on a écrit à Hollywood, ils ont mis, c'était à la 7e lettre qu'ils ont répondu, et entre-temps il y avait des collègues à nous qui ont quantifié l'observance de l'hygiène des mains dans ces séries-là, et elle est de l'ordre de 0,1%. Donc ça veut vraiment dire que malheureusement les scénaristes n'ont pas été aidés dans leur scénario par des gens pertinents, ce qui est tout à fait dommage. Malheureusement, quand on a enfin obtenu une réponse par l'une des séries, on nous a dit que les séries étaient tournées tellement longtemps à l'avance qu'on ne pouvait pas revenir sur ces trucs. Voilà. Mais c'est écrit dans la littérature scientifique que ces séries ne s'appliquent pas pour les bonnes pratiques de soins en général et en particulier d'hygiène des mains. C'est que du cinéma. Ça reste que du cinéma. Merci. Alors, merci beaucoup. Donc, avant de vraiment clore, je voudrais dire que le professeur Pictet a dit
le seul alcool qu'il faut consommer Sans modération. sans modération, c'est la friction des mains. Alors, disons, moi, je préfère l'autre alcool. Et puis, j'aimerais bien, avec un produit genevois et puis des chocolats genevois, j'aimerais bien te remercier. Donc aujourd'hui, c'était microbe demain, et demain, on aura microbe de hier. Très bien, je réponds volontiers aux questions. Quoi.